si ven Sevilla, que compararse le pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Monsieur le député, Monsieur Delpont, merci d'être là. Bonjour. C'est la deuxième fois pour nous. On est vraiment, on vous remercie beaucoup d'être là, puisque on vous avait vu donc à la fin de l'année dernière, après 6 mois de votre mission parlementaire, à peu près, de votre mandat parlementaire. Donc là, on est un peu plus avancé. Évidemment, les choses sont un peu moins faciles, ou en tout cas un peu plus compliquées, disons, qu'en décembre, puisque on est dans une période un peu agitée, question politique. Vous vous sentez toujours bien à La République En Marche? Très très bien, tout se passe... Non, parce qu'il y a eu quelques députés qui ont essayé de dire on pourrait faire autrement, etc. Non, non, je suis en phase avec les décisions du gouvernement. Elles sont conformes d'ailleurs au programme d'Emmanuel Macron que j'ai défendu. Et à différents niveaux, pour l'instant, on avance et notre objectif c'est de réformer la France. Et donc on a commencé, comme vous le savez, par des projets de loi. Un projet de loi qui me tient à cœur, c'est l'agriculture et l'alimentation. D'accord. Alors vous savez qu'on a une petite tradition là, on va essayer de faire global et local. Chacun sait que le global c'est le local et le local c'est le global, mais enfin on essaye un peu de distinguer les choses. Donc en global, donc on a cette histoire du printemps, disons, qui est un peu où les réformes du gouvernement sont mises en question, à l'université, à la SNCF, il y a des crises diverses. Et en local, donc, vous m'avez signalé que vous vouliez un peu parler de votre action en termes d'agriculture et d'alimentation. On va voir ça. Et il y a évidemment le ferroviaire, avec cette grève qui va continuer jusqu'au mois de juin, même si elle est perlée. Et puis en positif, il y a votre communication à vous-même. Vous avez fait des communiqués de presse sur l'affaire du cœur de ville, sur la réforme du logement aussi, la loi Elan, et puis des choses qui ont à voir avec votre intérêt pour l'environnement. En ce moment, c'est l'amiante, mais la dernière fois, on avait parlé de méthane et d'hydrogène déjà, et vous dites que ça fait partie des choses qui vous intéressent. Voilà. Alors, quel est le sujet qui vous paraît le plus... Alors, on peut commencer... Ou le plus embêtant ou le plus séduisant, comme vous voulez. En termes de chronologie, on peut commencer par la loi sur l'agriculture et l'alimentation, puisque nous travaillons quand même depuis le 22 juillet sur ce dossier, ça fait 9 mois. C'est une loi qui a été construite au fur et à mesure du temps avec la participation des filières. Est-ce que vous vous inscrivez là-dedans en continuité avec l'action de Brigitte Allain qui vous a précédé? Oui, bien sûr, au niveau des PAT, je continue à travailler dessus. Circuit court et tout ça. Oui. Mais en fait, c'est beaucoup plus large aujourd'hui, parce qu'on a fait vraiment une consultation générale de l'agriculture française. Vous savez, c'est un millefeuille qui était bien structuré, et malheureusement, ils ne se parlaient pas entre eux. Vous parliez des syndicats, des chambres d'agriculture, des centres de recherche comme l'INRA, de la MSA. Enfin, c'était un vrai millefeuille administratif avec des lignes rouges. Donc ça a permis aux filières de se parler. Vous savez qu'on a construit 17 ateliers. Donc une première partie qui concernait le projet de loi en matière de valeur ajoutée. Donc on va légiférer là-dessus. Et la deuxième partie qui concernait l'alimentation saine, sûre et durable. Donc aujourd'hui, on arrive au terme de ce dossier. Il a été présenté en Conseil des ministres le 21 janvier. Nous venons de terminer les amendements. J'ai passé la nuit précédente à ce qu'on appelle le balayage des amendements de 18h à 1h du matin sur la présentation de 420 amendements, rien que pour notre groupe, dont l'opposition va en présenter certainement autant, parce qu'il va y avoir 800 amendements à
à étudier. Ah, c'est un mot très important parce que vous m'avez dit aussi que sur le ferroviaire, hier, vous avez aussi balayé des amendements. Également, également. Alors, donc c'est le jeu de la démocratie parlementaire. Donc, c'est-à-dire c'est chaque groupe qui apporte son truc. Ça part d'analyse. Vous êtes l'auteur de quelques-uns. Oui, je présente des amendements sur également, en plus du projet de loi, je présente des amendements sur la question agricole et alimentation. Oui, nous donner une idée de votre patte, enfin de ce que vous apportez là. Voilà, parce qu'en fait, en plus des états généraux d'alimentation, je faisais partie de la mission d'information sur l'utilisation des phytopharmaceutiques. Donc là aussi, vous en aviez parlé la dernière fois. Mon avis a évolué. Aujourd'hui, j'encourage les filières à évoluer en matière de transition écologique. C'est les fameux pesticides. Hein, voilà, les fameux pesticides. Donc, aujourd'hui, les consommateurs sont avisés sur ce sujet. Les centres de recherche se posent encore des questions, mais bon, il faut quand même, il y a des présomptions sur certains produits. C'est parti du glyphosate en plein été. Il y a eu aussi des émissions de télévision comme Cage d'investigation qui ont levé quelques questions. Aujourd'hui, de toute façon, il faut rassurer le consommateur. Moi, je suis favorable à une division forte des pesticides. Et donc vous avez fait quelques amendements. J'ai un amendement, je propose des amendements, par exemple sur l'utilisation des biostimulants et des biocontrôles, en d'autres termes des huiles essentielles, si vous voulez. Il y a un mot technique qui s'appelle PNPP, c'est-à-dire préparation peu préoccupante. Donc, en fait, ce sont, vous savez, la purée d'ortie, etc. Mais ça fonctionne. Et donc, malheureusement, en France, aujourd'hui, on ne l'a pas développé. Nos centres de recherche sont prêts à faire évoluer les choses. Il y a un deuxième dossier aussi que je soutiens, c'est les cépages résistants, des plantes résistantes. C'est vrai pour la vigne, mais c'est vrai pour d'autres plantes. Ce ne sont pas des OGM, ce sont des croisements de plantes, et c'est une façon de limiter le nombre de traitements sur les végétaux. Alors voilà deux exemples d'amendements, parce qu'en fait, le projet de loi était très ciblé sur la question du prix, et quand même pour l'agriculture en général, il faut dire que ce projet de loi se veut porteur d'une protection du producteur en matière de valeur ajoutée. Donc le premier titre, c'est dire valeur ajoutée à la production, avec un jeu d'indicateurs pour étudier... Qui est compatible avec les impératifs écologiques. Oui, compatible avec les impératifs européens aussi. Et européens. Et européens surtout, parce que c'est là qu'est la question. Parce que vous savez que l'entente des prix n'est pas autorisée en Europe, bien sûr. Mais en revanche, on a droit à présenter des indicateurs, ce qui va être fait. Ça va renforcer le jeu des interprofessions, qui vont pouvoir travailler sur ces indicateurs et donner un signe dans chaque filière. Dans chaque filière. Dites-moi, vous me tendez la perche là, parce qu'il y a un lien à faire avec la crise de la SNCF, parce que j'ai sous les yeux un tract de Sudrail là, qui quand même rappelle que c'est bizarre, parce que d'un côté, on parle développement durable, écologie, etc. Et le train est quand même 50 fois moins polluant que la bagnole, 10 fois moins polluant que l'avion, 10 fois moins polluant que le fret routier. Ah ouais, je peux vous en parler. Comment se fait-il qu'on sacrifie un peu le ferroviaire alors que... Alors d'abord, on ne sacrifie rien du tout. Le ferroviaire, on veut le développer. Donc c'est une mauvaise information. Le fait que le train pollue moins que... Ah non, mais ça, je vais vous en parler. Ça, vous êtes d'accord. Je vais vous en parler parce que je suis partisan du train à hydrogène. Donc, moi, je suis porteur d'un projet. En France, je suis le numéro 1 à avoir lancé, en tant que député, la question de l'hydrogène, même auprès de Nicolas Hulot. Aujourd'hui, je pense que... Oui, mais même dans l'état actuel, le train est tout de même moins polluant que... Oui, mais le train, pour l'instant, il y a deux types de trains. Il y a les trains électriques avec caténaire, il y a les trains à fuel comme les nôtres, comme le TER. Donc, pour ce qui est des trains à caténaire, comme la LGV, on a fait les investissements, aucun problème, ça fonctionne bien. Emmanuel Macron a dit justement, lors des délégations de Bordeaux, de la LGV Bordeaux-Paris, qu'il fallait maintenant s'occuper des trains quotidiens, c'est-à-dire les TER. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis battu pour sauver la ligne Bergerac-Bordeaux, sachant que ça là avait été déjà
réaménagé pour un budget de 50 millions, il fallait trouver 80-85 millions pour le... Alors sauver de quoi exactement? Parce que, sauver en matière budgétaire, parce qu'il fallait refaire la voie ferrée. Et donc là, j'ai vu, avec les collectivités qui ont abondé, et je les remercie, un budget de 7 millions et quelques. Mais dites donc, si on a laissé tomber cette voie ferrée, si elle a besoin d'être sauvée, comme vous dites, c'est tout de même parce qu'on ne s'en est pas occupé pendant longtemps, non? Exactement. Donc la SNCF n'a pas fait son vrai travail. C'est vrai qu'on lui a donné des orientations autres, peut-être avec la LGV qui a été obligée d'engouffrer des budgets énormes. Ouais, ça, c'est un peu comme le nucléaire. Hein. Donc là, la LGV maintenant est construite. Et je m'en réjouis d'ailleurs parce que c'est très utile. Depuis qu'elle est ouverte, je prends moi le TGV. Ouais. J'ai arrêté l'avion. Ouais. Et je vais encore plus loin. Moi, je souhaite que les TER en Nouvelle-Aquitaine soient à hydrogène. C'est possible aujourd'hui, ça existe puisque les Allemands en ont commandé 14, les Chinois sont en train de faire la même chose, les Italiens également. Et je prenais le modèle d'ailleurs de la réforme allemande sur le ferroviaire et la réforme italienne. Oui. Tello. J'ai fait un petit déjeuner de travail avec le patron de Tello et en l'occurrence, aujourd'hui, ils étaient déficitaires comme la SNCF. Il y a 10 ans, aujourd'hui, ils sont équilibrés et excédentaires. Et ils viennent investir en France. Tello était là pour investir en France. Parce qu'on va ouvrir la concurrence. Donc là, le dossier SNCF, je suis très clair là-dessus. L'objectif, c'est de faire une entreprise publique. Il n'a pas été question de privatiser. Il y aura la modification des statuts. On sait très bien qu'il faut faire évoluer ce dossier. Et en même temps, il y a une question de gouvernance. Parce que la SNCF, effectivement, a manqué de vision. Quelque part. Je prends un exemple. On cherche, nous, 80 millions pour restaurer une voie qui fonctionne entre Bergerac et Libourne. Oui. Dans ma région où se trouve la propriété de mes parents et de mon frère, dans le Tarn-et-Garonne, entre Castelsarzin et Beaumont-de-Lomagne, ils ont restauré une voie ferrée qui ne sert à rien. Il y a 25 km de voie ferrée qui a été refaite en neuf il y a 2 ans. Comment qui ne sert à rien? Je vais vous dire, 4 millions d'euros de chantier, il n'y a plus de train. Parce qu'il n'y a pas de marché. C'est un train de marchandises. 4 millions d'euros qui ont été investis il y a 2 ans, en changeant toutes les traverses. Un chantier pharaonique. Aujourd'hui, il n'y a plus de train qui passe. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Mais il leur a pris que c'était un gros problème de gouvernance, de stratégie. Donc il est temps de remettre les choses en place. Alors là, vous faites allusion aux 9000 km de voies dites non rentables par M. Spinetta. Sur 29 000 km de voies ferrées en France. D'accord. Mais est-ce que, je veux dire, c'est quand même un service public? Vous dites c'est une entreprise publique, vous, plutôt que service public, j'ai bien compris. Il y a service public et ça sera une entreprise à capitaux. Donc vous n'êtes pas contre le service public avec sa vieille... Bien sûr que non. Mais Emmanuel Macron a bien précisé hier que la SNCF n'était pas privatisée, que ce serait des fonds d'État, mais qu'il y aura une vision, une stratégie. Les 3 entreprises, vous savez, c'était des filiales, il y avait Réseau Ferré, etc. Donc tout ça, ça va être recentré. Et il faut donner maintenant une vision et un cap à cette entreprise. Je pense que nous avons voté hier soir le projet de loi. On l'a validé en matière d'amendement. Il sera donc signé, enfin il sera soumis au scrutin public mardi après-midi, après 16h, après les questions au gouvernement. Et à mon avis, il sera voté sans problème. Et ce qui veut dire qu'après, il y aura la navette avec le Sénat. Donc pour moi, le projet de loi, il est déjà voté. Est-ce que je pourrais intervenir Vas-y, continue. Non, parce qu'il a parlé de gouvernance et puis cette histoire de 4 millions pour rien, c'est tout à fait étonnant. Exactement. Moi, alors je suis peut-être complètement idiot, mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est la dette. La dette de la SNCF. Je veux dire, apparemment, c'est un argument dont le gouvernement se sert beaucoup, M. Pépi aussi. Moi, j'ai lu des histoires de la SNCF, justement, qu'un copain va passer, là, et... il y a toujours eu un déficit en milliards, je veux dire, de la SNCF, et on n'en a jamais fait
une histoire. Alors, c'était pareil en Italie avec Telo. Et donc aujourd'hui, ils avaient une dette similaire. En 10 ans, ils ont réussi à la résorber parce qu'ils ont eu une vision stratégique. Attendez, ce que je me demande, alors je suis peut-être complètement con, mais on doit cette dette à qui? Puisque la SNCF, c'est la France, enfin c'est l'État. Moi, je suis français, je paye mes impôts. Donc, je dois la dette à moi-même ou comment? On doit la dette à la gouvernance, en fait. Peut-être qu'on a aussi poussé la SNCF à investir, à trop investir peut-être dans les grandes lignes, à un moment donné. Et du coup, la SNCF a négligé les voies secondaires. Aujourd'hui, il faut recadrer. Non, mais il faut recadrer. Ma question est, à qui on doit du pognon? Dette, c'est ça que ça veut dire, on doit du fric. Ah, mais c'est l'argent des contribuables, quelque part. Hein, donc, autrement dit, c'est eux qui vont la payer. Non, parce qu'il va y avoir la dette. Emmanuel Macron a dit hier que ça serait progressif et qu'il y aurait donc. C'est ça, oui. J'imagine. Surtout, on ne va pas me demander 50 milliards. L'objectif, c'est de rentabiliser l'entreprise, oui. de trouver. Il n'y a pas de raison, puisque je vous dis l'exemple en Allemagne, en Italie, a bien fonctionné. Donc l'objectif, c'est de rééquilibrer les comptes et d'avoir une autre vision, vision comptable aussi de l'entreprise. Vous voyez le côté, bien sûr, mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est que la comptabilité d'un ménage, ok, je la comprends, mais la comptabilité d'un État, on parle de dette publique, je ne la comprends pas, puisque le public, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Donc j'ai l'impression que c'est il y avait beaucoup de monde qui se mêlait du dossier. Vous voyez, l'exemple que je vous ai cité entre Castel-Sarrazin et Bourg-de-Lomagne, certainement que les politiques ont dû mettre leur grain au niveau local pour dire, ben voilà, moi j'ai fait ça, j'ai demandé la rénovation de cette ligne. En fait, c'est une ligne qui ne sert à rien. Ça me rappelle donc c'est un exemple d'absurdité du système. Donc il faut réformer. À peu près la même. J'ai oublié les villages alsaciens dont il s'agit, mais il y avait comme ça entre deux petites villes alsaciennes une ligne qui était supposée condamnée. Et puis il y a un type qui a dit non, ça peut marcher. Et finalement, maintenant, elle marche très bien. Donc il y a aussi l'autre côté des choses. Certainement. Il n'y a pas seulement des exemples d'éléphants blancs, comme vous dites là. C'est du management. Donc on va voir. On va changer les choses. Comme ça ne va pas, il faut bien les changer. Donc juste un dernier truc alors sur cette question, puis on continuera. Mais si vous aviez là un cheminot syndicaliste, M. Draille avec vous, vous lui diriez quoi? Qui est en grève en ce moment? Je lui dirais que son statut va être protégé jusqu'à la fin de sa carrière, que ce soit à SNCF ou même dans la concurrence. Nous avons un droit à la concurrence à respecter, ça a été voté. Donc vous êtes bien d'accord, le statut n'est pas un obstacle à la concurrence? Non, le statut va être modifié, mais ceux qui sont sous statut actuellement seront protégés. Donc, c'est par rapport à la nouvelle gouvernance de l'entreprise que ça va changer. Et donc, on va prendre l'exemple d'autres entreprises, comme la Poste qui a été réformée. Et aujourd'hui, la Poste innove, invente et fonctionne. Donc, c'est dans ce même esprit. Et les statuts seront changés pour les nouveaux embauchés. Et il y aura surtout l'ouverture à la concurrence qui va stimuler, parce que la concurrence, mine de rien, stimule, et ça va permettre, quand je vous parle du train hydrogène, j'espère qu'il y aura un concurrent qui viendra présenter des trains hydrogène. Si la SNCF ne veut pas le faire, ça sera un autre qui le fera. C'est la même histoire pour les avions. Vous avez bien à Bergerac des avions low cost, qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous avez 320 000 passagers à Bergerac, et il n'y a pas Air France. Voilà. Donc, il y a aussi une entreprise publique. C'est-à-dire que la réforme de la SNCF, elle dure depuis longtemps, parce que je lis aussi que les effectifs des cheminots ont été divisés par 3 depuis 1950. Quoi. Oui, de 450 et la grève va coûter 2 milliards d'euros aussi, et ça veut dire combien de TGV qu'on aurait pu acheter avec ça. Voilà. Je peux intervenir, Gilles? Vas-y, pardon. Non, parce que je te laissais parler. Juste un dernier chiffre, puisqu'on valse. Vas-y, dis ton chiffre, après je pose ma question si je peux. Non, mais il y a 80 milliards d'évasion fiscale. Si on cherche des milliards, oui, ça on y travaille aussi. Justement, voilà, tu as parlé de l'exemple de Castel-Sarrazin, 4 millions, la grève coûte 2 millions, comme si c'est... 2 milliards 2 milliards, comme si la grève était
grève cumulée. Hein. Voilà, et quelque chose de facile aussi pour les salariés, c'est pas facile de faire grève. C'est nous qui payons la dette, ça j'ai compris. 4 millions pour Castel-Sarrazin, bon Gilles l'a dit, c'est rien par rapport aux cadeaux fiscaux qui ont été faits par le gouvernement depuis la rentrée. C'est ça. Première chose. Et alors l'ouverture à la concurrence, on l'a vu en France, l'ouverture à la concurrence avec les télécoms. Et on a vu que les opérateurs, Orange, Bouygues et SFR, sont entendus au niveau des prix. Donc finalement, ce sont les usagers ou les clients qui ont été perdants de l'ouverture à la concurrence. Donc il y a quand même une crainte, tu sais, j'imagine par rapport à l'hydrogène par exemple, que l'ouverture à la concurrence ne va pas forcément baisser les prix. Tu as pris l'exemple de Ryanair, il faut voir comment ça... C'est une économie particulière, hein, c'est low cost. Mais est-ce que tu ne crains pas qu'on ait une sorte d'entente, comme ce qui s'est passé un peu en Allemagne, avec les entreprises qui seront sur le secteur, et que cette ouverture à la concurrence finisse finalement par augmenter les prix des billets, et pour les usagers, ça ne sera pas... Et s'il y a souci de rentabilité, les petites lignes seront beaucoup plus menacées que les grandes lignes. Voilà ma question. D'accord. Alors si... vous avez pris l'exemple de Télécom. Je suis désolé, mais le prix de l'abonnement téléphonique a baissé. Moi, je payais à une époque quasiment 200 € par mois. Je ne paye plus que 25-30. Donc, les prix ont baissé. Et deuxième sujet, en matière d'investissement, le gouvernement a imposé aux 4 opérateurs historiques des télécoms d'investir en milieu rural pour en finir avec les zones blanches et investir dans le haut débit. C'est fait, c'est signé, et moi j'ai rencontré en audition les 4 fameux opérateurs, SFR et compagnie, donc ils ont signé et ils sont obligés d'investir en territoire rural comme le nôtre. D'ailleurs, j'ai mon collègue Alain Castan qui porte le dossier pour la communauté d'agglomération, qui s'en occupe et qui est satisfait de cette démarche. Donc ça, c'est un exemple de compétitivité, d'amélioration de la qualité. Je suis certain qu'avec SNCF, on va améliorer la qualité et que le droit à la concurrence, de toute façon, il est européen, on est obligé d'y passer. Il faut maintenant l'organiser. Et je pense qu'il y aura, pour ma part, des nouvelles technologies qui vont arriver. C'est même vrai dans tous les métiers. Et moi, je crois beaucoup, justement, pour résumer un peu tout ça, toutes ces réformes, je crois beaucoup à la transition numérique, écologique et énergétique de la France dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement radical. Vous voyez bien ce qui se passe avec nos portables, etc. Il y a un changement radical. La Chine l'a démontré. La Chine est partie de zéro. Elle est en avance sur nous sur différents dossiers. Elle est très très loin de la transition écologique, la Chine. Non, je suis désolé, il faut s'informer. La Chine était très loin. C'était le pays le plus pollué du monde. Aujourd'hui, ils ont appuyé sur un mouton. Et comme c'est un pays quand même assez directif, 20% des émissions de CO2 dans le monde, c'est les premiers pays. Oui, mais ils ont décidé de devenir vertueux et devenir écologistes. Et comme en Chine, quand ils décident quelque chose, ça se fait. Aujourd'hui, ils sont sur les trains hydrogène. Et oui, ils sont en train d'évoluer fortement. Donc alors la gouvernance chinoise, ah oui, ça ne rigole pas. Bon, on voit que vous êtes un optimiste invétéré et que vous pensez que... Je suis très confiant. Même hier soir, je l'ai dit, vous regarderez d'ailleurs sur les vidéos de l'Assemblée, j'étais en commission de balayage des amendements pour le projet agricole. J'ai pris la parole en premier d'ailleurs pour ce qu'on appelle la discussion générale. J'ai parlé de ce sujet en disant que de toute façon, là maintenant, il fallait accompagner cette transition écologique, énergétique pour l'agriculture, c'était le sujet agricole, que les jeunes agriculteurs aujourd'hui sont prêts à changer leurs pratiques. Il y aura la robotique aussi qui va arriver. Demain, il y aura des tracteurs robots. Il faut le comprendre. Tout ça, ça va aller très très vite. Et je demande, moi, à ce que le ministère de l'Agriculture accompagne ces gens. Et d'ailleurs, Stéphane Travers, le ministre, a pris la parole pour me répondre. Vous l'avez en vidéo sur le site de l'Assemblée. Il m'a répondu justement que c'était exact, qu'il fallait s'intéresser à ce sujet et qu'il fallait certainement imaginer des accompagnements pour la transition. Mais bon, quant au train, excusez-moi, mais il semble que les 3/4
les Britanniques, par contre, sera plutôt pour une renationalisation que pour la privatisation qu'ils ont subie. Je vous ai répondu, on n'a pas privatisé, ça sera une entreprise publique. Oui, nous, il a affirmé, confirmé hier dans son propos, le président de la République. Donc là-dessus, on va modifier la gouvernance. Le mot privatisation fait peur, vous avez raison, mais on peut savoir aussi que le mot service public a souvent été un faux-nez pour une privatisation. On a privatisé les autoroutes, elles fonctionnent bien. À la limite, c'est même dommage de les avoir privatisées parce qu'il y a des revenus à en tirer. Au niveau des parkings des autoroutes, regardez Vinci aujourd'hui, sort quelques résultats et est loin d'être déficitaire. Ah bah oui, c'est une vache à lait, les autoroutes, mais il faut dire que ça pollue tellement. Je préfère que ce soit l'État qui en bénéficie, mais en revanche, il faut le gérer et il faut le manager. Alors, l'autre truc qu'on a fait donc avec, si vous voulez en dire un mot, du cœur de ville de cette... Oui, bien sûr. Alors, effectivement, moi je m'occupe en tant que député de légiférer sur des dossiers nationaux. On vient de parler de l'agriculture, du ferroviaire, demain ça va être le logement. En revanche, en même temps, quand je rentre le jeudi soir... Et au fait, vous avez le train gratuit en tant que député? Pas gratuit, non, il est payé par l'Assemblée. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait partie de vos frais. Alors moi, j'ai joué la carte de l'économie. Je ne prends plus l'avion. Je prends le TGV à Bordeaux, à la gare Saint-Jean. Pour l'instant, je trouve que c'est plus efficace. Je gagne du temps et du budget. Donc, en 2 heures maintenant, on est à Paris. Quand on est à Saint-Jean, 2 heures après, je suis à Montparnasse et je suis à 2 pas de mon bureau, donc c'est très efficace. Et par le train, je mets 3h15. Par l'avion, comme hier, je mets 4 ou 5 heures. Donc, oui, parce qu'il faut se rendre à voilà, il faut y aller. Alors, et puis c'est moins polluant et plus économique. Voilà. Alors, par rapport à la Circo, effectivement, j'ai eu de nombreux dossiers à étudier et faire des interventions pour cela. Comme vous le savez, ça avait commencé, mais ça on l'avait dit la dernière fois, entre l'IRM et l'hôpital. Bon, là, on a réglé ce dossier. Provisoirement, on a un délai de 3 ans maintenant pour voir les choses avec l'ARS. Ensuite, il y a eu le dossier du TER, on vient d'en parler, c'est signé. Maintenant, tout le monde va abonder pour la restauration de cette voie ferrée. J'irai plus loin pour le train hydrogène, je l'ai dit. Troisième dossier, ça a été Cœur de Ville. Donc Cœur de Ville, ça c'est un dossier on a discuté important. avec M. Garrigue il n'y a pas très longtemps ici. Voilà. Alors, un dossier, d'ailleurs pendant la campagne, on avait fait des réunions sur la notion de centre-ville, le problème de désertification des centres-villes, la concurrence avec les grandes surfaces, les hypermarchés périphériques. C'est vrai dans toutes les villes, il n'y a pas que Bergerac, tout le monde a le problème. Donc il faut réfléchir au dossier. C'est pour ça que le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, a lancé ce dossier. Il n'y a eu que 222 villes de retenue. On s'est battu avec la municipalité et la communauté d'agglomération et la ville de Périgueux d'ailleurs, parce qu'on a fait un dossier commun pour être éligible. J'ai appuyé fortement au niveau du ministère, au niveau de son directeur de cabinet, d'ailleurs qui a des origines périgourdines, David Philo. Et le dossier est passé. Maintenant, il faut juste un petit détail, on a vu ça aussi, 222 villes. En gros, en moyenne, ça faisait 25 millions par oui, alors ça, c'est une... Est-ce que Bergerac, Périgueux sont considérés comme une seule ou c'est deux fois 25 millions? Deux villes, deux villes différentes. Mais bon, la division n'est pas, juste. Une moyenne le ministre a répondu quand il est venu à Périgueux qu'il fallait maintenant présenter des projets en face, c'est-à-dire il faut monter un dossier de structure pour ce cœur de ville et derrière il y aura l'aide correspondante. Oui, bien sûr. Et donc ça c'est très intéressant pour rénover et revitaliser le centre-ville. D'ailleurs Jacques Mézard, je le signale, viendra certainement au mois de juin à Bergerac pour la signature justement du projet quand il sera adossé à des plans. Vous nous dites un mot des nouvelles galeries dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le dossier Cœur de Ville qui va... C'est un ensemble qui va venir épauler tout ce qui a déjà été fait. Donc il y a 2 choses importantes qui ont été faites, voire 3 d'ailleurs, choses importantes, c'est-à-dire la maison de vin et du tourisme et de Cyrano de Bergerac qui a été signée et qui maintenant va être réalisée
Maintenant, on va passer aux travaux de leur entrée. Donc c'est sur le port. Sur le port, c'est un port structurant. C'est quand même un geste important de la viticulture bergeracoise qui a cédé la maison à la communauté d'agglomération parce qu'eux, ils sont éligibles aux subventions. De ce fait, ce projet va être fortement subventionné. Il y a 3 millions d'euros TTC qui vont être investis. Quel genre de travaux qui vont être faits? Ah, mais alors, donc, il y a trois parties. D'abord, le magasin de vin va être complètement cassé, redessiné. Il va y avoir un accueil touristique vitré sur le port pour l'office du tourisme. Il y aura un escalier qui va donner envie de monter à l'étage où il y aura le magasin, au niveau du cloître. Et après, au premier étage, là où il y a actuellement l'amphi, il y aura un musée sur Cyrano de Bergerac. Et on va surtout réhabiliter toutes les coursives, tous les balcons, qui aujourd'hui sont interdits au public. Ils vont être restaurés et donc de ce fait, on va gagner en surface. C'est pour ça qu'on a redimensionné le projet et le budget, qui est passé de 1,6 million hors taxe à 2,6 millions, 3 millions de TTC, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc il y aura 450 mètres carrés réservés à Cyrano de Bergerac. Il y aura 2 tranches de travaux, une première tranche en 2018-19 et une deuxième tranche 19-20. Donc ça c'est pour le port. Ça c'est fait. La voie verte Véloroute, c'est signé aussi, et les travaux sont commencés. Donc là, il y a 9 millions d'euros qui vont être faits pour rénover la voie verte. Et ça, c'est la CAB qui l'a décidé dans un premier temps, avec l'ouverture aussi de la piscine aqualudique. Donc ça, c'était déjà dans les tuyaux. Codo, tout ça. Mais c'est très bien pour réhabiliter les chemins de halage de Sainte-Foy au Buisson et en remontant sur le Lot. Après Mounet-Sully, c'est la nouvelle appellation de ex-Nouvelle Galerie. Donc, cette espèce de monstre vide qui nous regarde depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Donc M. Tellet a décidé de... je l'ai rencontré le 23 janvier quand il y a eu des petites histoires d'expropriation. Voilà, il est le propriétaire promoteur. Donc ils ont quand même investi déjà 15 millions d'euros, vous voyez, c'est quand même pas rien. Donc là, l'objectif, c'est de... Je les ai encouragés donc, à avancer, à signer les permis d'aménager. C'est fait. Là, maintenant, la mairie et surtout les bâtiments de France ont donné le feu vert. Donc, il va y avoir un hôtel 4 étoiles dans les étages, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième étage, et au rez-de-chaussée des magasins pour redonner vie au centre-ville. Et hier, j'étais en rendez-vous à Paris. C'est quand même la consommation qui va régner, dites donc, question environnementale. Non, on va essayer de faire... Mais il faut faire revivre le magasin, le centre-ville. Aujourd'hui, vous n'avez plus que des banques et des agences immobilières. Il faut aussi quand même une attraction. Oui, mais excuse-moi Michel, on est quand même sur une perspective, en tout cas une ligne directrice qui est vraiment la rentabilité, le commerce et la culture. Garrigue nous avait dit, on va mettre la médiathèque au premier étage ou au deuxième des nouvelles galeries. La culture disparaît complètement. Je ne parle pas du tourisme, pour moi Cyrano, c'est du tourisme. C'est une maison privée, elle n'appartient pas à la municipalité. C'est M. Tellet et son équipe qui détiennent les capitaux. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des forces d'investissement, c'est remarquable en matière d'infrastructure, parce qu'ils ont dû faire un parking souterrain, des dalles en béton, il y a des ingénieurs béton qui ont travaillé, ils ont respecté les façades. Donc là, moi je pense qu'on a besoin d'un hôtel de qualité à Bergerac. Si on veut faire du tourisme on va dire, culturel et du tourisme d'affaires, parce qu'il y a aussi des entreprises qui travaillent sur le tourisme d'affaires. En tant qu'habitué de cette question, vous n'avez peut-être pas fait d'études de marché particulières, mais enfin vous êtes un vieux de la vieille, vous connaissez bien le truc, vous pensez que ça peut marcher? Un hôtel 4 étoiles bien sûr, sur 3 étages, 4 étoiles sur 3 étages à Bergerac. Oui, 60 chambres, alors il y a 60 chambres déjà de validées. On attend encore il y avait des questions encore d'expropriation de la petite maison qu'il y a sur la petite rue là, à Cyrano. Donc ça s'est fait aussi. Ça peut marcher. Donc il va y avoir peut-être 20 chambres de plus. On arrivera à 80 chambres. Il va y avoir donc... Ils vont pas râler, les hôtels qui ne sont pas très loin. Il y a un besoin. Comment voulez-vous faire un congrès à Bergerac
hein, de 1000 personnes, parce qu'aujourd'hui c'est ça les séminaires. Ouais. Comment voulez-vous faire un séminaire de 1000 personnes à Bergerac si on n'a pas l'infrastructure? D'accord. Et quand on a fait venir le Tour de France, on les a mis où les gens? On les a mis dans toutes... C'était une vraie panique, il fallait mettre dans les champs d'hôtes, etc. C'est ponctuel quand même, le séminaire et le Tour de France. Le commerçant qui est en cœur de ville, il vit toute l'année. Il n'attend pas le Tour de France pour vivre. Mais de toute l'année, on a bien l'intention de faire venir des touristes. Aujourd'hui, on est sous-équipé. Donc c'est pour ça qu'il fallait un pôle structurant. Cyrano de Bergerac. C'est ce que je vous demande, oui, voilà. Il faut fixer le tourisme au moins une nuit à Bergerac. Il y a 320 000 passagers, on ne les voit pas. Okay. On ne les voit pas, on en voit, mais en fait, je veux dire, il y a des Anglais qui habitent dans la zone et qui restaurent des maisons, etc. On a besoin d'avoir des infrastructures pour fixer le tourisme. Donc le musée Cyrano de Bergerac en fait partie. C'est pour qu'il passe au moins une journée ou deux à Bergerac. L'hôtellerie en fait partie, c'est pour que les gens maintenant veulent quand même des hôtels de qualité. Donc ça va être niveau Mercure, si vous voulez, pour ne rien dévoiler. Mais, et les magasins ensuite du rez-de-chaussée, ce sont des magasins qui seront... franchises. Il y aura des magasins un peu d'alimentaire, un peu de mode, un peu de service, il y aura un peu de tout. L'idée c'est de trouver justement un compromis qui attire le client, qui intéresse les jeunes aussi. Parce que, une médiathèque au rez-de-chaussée, ça pourrait aussi bien attirer pas mal. Ça peut, mais la médiathèque, elle se fera. Et surtout les Bergeracois. La médiathèque, elle se fera. Pour l'instant, c'est orienté dans ce sens. On discute, M. Tellier discute avec les investisseurs. Parce qu'il faut les trouver aussi, les investisseurs, il faut aller les chercher. Et on est allé chercher une enseigne. Non, parce que le cœur de ville, c'est aussi les Bergeracois, c'est pas seulement les touristes, tu veux dire. Oui. Mais oui, bien sûr. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Il n'y a pas seulement les... Voilà, ça, ce projet maintenant va se réaliser. Moi, je vous dis qu'en 2019-2020, il sera terminé. Ce qui veut dire que ça va venir renforcer la vie du centre-ville. Et le même investisseur, je vous signale, ouvre la FNAC. C'est toujours M. Tellier en liaison avec M. Alvaro de chez Darty. Ils ouvrent la FNAC dans les jours qui viennent dans la rue de la Résistance. C'est quand même un élément positif. Donc tout ça, ça fait... C'est quoi l'objectif? C'est l'attractivité de Bergerac. On manque d'attractivité aujourd'hui. Pour le touriste, mais pour le résident. Mais pour le citoyen. Les jeunes ne restent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester à Bordeaux ou sur le bassin d'Arcachon pour des questions culturelles, parce qu'ils ont plus de services. Parce qu'il n'y a pas d'université. Pas d'université, mais... part de Bergerac à 18 ans. On a du mal à faire venir des docteurs, des médecins, on peut en parler de ça aussi. Ça commence à remarcher. De santé, il faut leur donner une ville attrayante, c'est l'attractivité. Moi je dis Bergerac n'est pas finalement très enclavé. On a l'autoroute qui passe entre Bergerac et Périgueux, moi je la prends régulièrement. On a le TGV à Bordeaux à 2 heures de Paris. On a l'aéroport de Bergerac qui fait 300 000 passagers et je me bats. Alors ça, je vais en parler. Je suis un défenseur, pour l'instant peut-être je suis un peu seul, mais on verra, de recréer une ligne pour Paris. Périgueux a perdu son autorisation et ne la retrouvera pas parce que l'aéroport est obsolète. Bergerac a un aéroport équipé, en matière de pistes, je parle, en matière d'infrastructure également. Ça pourrait faire on pourrait agrandir l'aéroport de Bergerac en matière d'infrastructure et en faire un aéroport encore plus attrayant si on avait une ligne pour Paris. Moi, je propose, pour l'instant, par exemple, de faire ce qui a été à un moment donné une ligne qui a existé, Agen, Bergerac, Paris. Et ça peut très bien le faire, puisqu'Agen elle fonctionne toujours, mais ils sont aussi quelque part déficitaires, donc l'idée c'est de trouver une certaine rentabilité. Mais vous savez, c'est quoi 1 million d'euros? Actuellement ça coûte 1 million d'euros la ligne à Périgueux. C'est quoi 1 million d'euros quand on apporte des services? C'est vrai, mais actuellement il y a 1 million d'euros. Je suis bien d'accord, et je parlais de chemin de fer aussi. Et un tarif on va dire, public qui est trop cher. Il faut un tarif correct. Moi, je vais vous dire une chose, le TGV, il n'est pas donné. Donc, moi, je paye le TGV. Le parking à Belsier, Saint-Jean, je paye 100 € par semaine. C'est ça. C'est pas rien. Bon, après, il faut aller à Bordeaux. Il faut s'approcher, donc, soit avec le train, soit avec la voiture, ou avec le bus. Donc, tout ça, ça a un coût. Et souvent, comme c'est plus long que l'avion, vous passez une nuit à Paris. Donc, vous êtes à 500, 600 €. Dites donc, et avec l'avion,
vous aurez une rentabilité similaire, quelque part, et certainement aussi une façon de faire venir des touristes, parce que expliquer à un Chinois de venir à Bergerac aujourd'hui, quand il est à Paris, en disant, parce qu'ils arrivent en groupe, ils arrivent à 50, comment vous allez leur expliquer qu'il faut prendre le train, le teuf-teuf pour venir à Bergerac, et après, ou à l'avion qui n'existe pas, parce qu'il faudra passer par... Pour bien venir à Bergerac, il faut passer par Londres et prendre un low cost qui vient à Bergerac. Donc il y a quelque chose d'absurde. C'est pas mal non plus. On va peut-être pas trop traîner, mais pour en revenir au cœur de ville, donc quand on avait interviewé M. Garrigue là-dessus, il avait insisté sur le côté habitat aussi, cœur de ville, et ça voulait dire habitat. Est-ce que, parce que vous avez parlé de la loi Elan tout à l'heure, est-ce que ça touche aussi ce problème? La loi Elan, voilà le projet de loi, on commence. Donc évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ah ben voilà. Donc c'est ça le sujet. Et j'étais donc avant-hier soir au ministère de la cohésion du territoire, ceux qui gèrent ce dossier aussi, qui le démarrent, on était là pour ça. Ça commence. Ça commence, oui. On est juste dans les... ça dépend de quel ministère, ça? Toujours le même, celui qui a fait cœur de ville, c'est-à-dire M. Mézard, avec la cohésion des territoires. Donc, vous voyez comment quoi cette histoire de cohésion des territoires, ce ministère était nécessaire. C'est assez cohérent, quoi. Ah mais oui, c'est le deuxième projet qu'il nous propose, et donc il y a mais quel est le lien avec la politique de la ville? Ça ne va pas faire des couches qui se superposent? Parce qu'il y a déjà des actions qui sont engagées dans le cadre de la politique de la ville? Non, ça vient en complément. L'objectif, c'est de réhabiliter l'habitat. Je vais vous prendre un exemple aussi que je propose à notre cité. C'est derrière la gare. Cette zone, elle est déshéritée. Il y a toute une friche. Il y a toute une friche qui appartient à Réseau Ferré de France, qui est abandonnée, ex-Cernam. Puisqu'on a sacrifié le fret ferroviaire. Il y a des immeubles de qualité en pierre de taille qui sont abandonnés, l'ancienne coopérative, la coopérative viticole actuellement, qui pourrait elle aussi par exemple évoluer. On pourrait faire un chai expérimental dans les coteaux de Pécharmant, parce que la coopérative du Flé, qui est propriétaire de ces lieux, conserve cette cave, parce qu'il est obligatoire de vinifier le Pécharmant dans la zone de production. Donc il ne garde cette cave que pour ça, pour vinifier ces 40 hectares de Pécharmant. L'idée que j'aurais proposée, c'est de créer un chai expérimental avec des aides européennes, comme on fait les Espagnols, une winery moderne, petite, parce qu'il suffit de faire le Pécharmant. Et avec un magasin de vente pour donner aux consommateurs, aux clients, l'envie de venir, et en même temps de voir comment on fait le vin, d'avoir une approche expérimentale de la vinification. Ils viennent de reprendre le château La Renaudie, par exemple, à l'Embra. Ça pourrait être un site qui pourrait convenir, comme on pourrait le faire aussi dans les coteaux de Creil où il y a du Pécharmant. D'accord. Un exemple. Et là, ça libérerait ces espaces pour créer un quartier nouveau. Parce que là, vraiment, il faut envie d'y habiter, là. Il y a une espèce de mur en placo, en béton, avec des graffitis. C'est quand même déshérité, le coin. Donc, l'idée, c'est de réhabiliter, par exemple, ce quartier. Ça fait partie des projets qu'on pourra réaliser avec Elan, avec le projet de loi Elan, comme avec le cœur de ville, qui pourra aussi peut-être abonder dans cet esprit. Inch'Allah. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. J'avais une petite question. Vas-y. Concernant la transition écologique. Ah, oui, ça m'intéresse. Tu as beaucoup parlé de la transition écologique. On voit que tu investis dans beaucoup de commissions, hydrogène, etc. Alors, c'est une remarque par rapport à ce qui s'est passé hier à Notre-Dame-des-Landes. Le village des Sans-Noms a été totalement dévasté par l'intervention des gendarmes. Dans ce village, il y avait justement des expérimentations. C'était un village qui avait une certaine autonomie. Et le gouvernement a décidé donc d'expulser manu militari ces personnes qui testaient des choses en agroécologie. Est-ce que tu penses, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre vouloir défendre la transition, d'ailleurs défendu l'idée de... Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre vouloir défendre la transition écologique et ne pas laisser des lieux où on pourrait tester, expérimenter des choses? On n'expérimente pas sur la terre des autres.
Donc, ils n'étaient pas propriétaires. Là, il est question maintenant de réhabiliter la notion de propriété sur ce secteur. Bon, soyons sérieux, on peut, à Bergerac, on va le faire. La ferme des Deux-Mous, par exemple, a été achetée par la communauté. Il va y avoir des expérimentations de permaculture, etc. Moi, je suis effectivement sur des dossiers écologie, de transition écologique. Vous venez de le dire, je m'occupe d'énergie renouvelable verte. Oui. Donc la méthanisation. J'étais encore hier avec ma suppléante à Paris, à la direction de la recherche et de l'agriculture. Le désamentiage. On veut créer des classes. Non, je veux faire venir des formations sur les méthaniseurs, à Bergerac aussi, pour qu'on travaille ces dossiers. Parce que là aussi, il faut mettre, on va le travailler aussi dans les jours qui viennent, la formation. Il faut mettre la formation en adéquation avec les besoins. C'est ça, il faut mettre ici, il n'y a pas de formation sur la méthanisation. Il faut le faire. Et on a 6 méthaniseurs à Dordogne, on peut doubler le nombre de méthaniseurs. Il va y avoir des accompagnements, des aides du ministère de l'écologie. C'est quelque chose qui apporte de l'énergie en économie circulaire, c'est-à-dire énergie de gaz, biogaz, de l'électricité, du chauffage, des installations, des serres, le digestat, c'est-à-dire ce qui reste après la méthanisation qui devient un engrais, tout ça c'est la valeur ajoutée. Et aujourd'hui les Allemands ils sont en avance sur nous encore une fois, et ils ont des méthaniseurs qui produisent et qui rentabilisent les exploitations. Je suis d'accord, tu parles de valeur ajoutée, de rentabilisation ou de rentabilité, mais là c'est inventer quelque chose qui soit à peu près, enfin qui soit... J'y viens. Qui soit en dehors du système capitaliste, pour le dire directement. J'y viens, je travaille là-dessus, et je ferai venir le ministre de l'Agriculture, il m'a répondu qu'il viendrait quand on sera prêt. Je vais vous montrer des exemples de transition écologique. Le vignoble a décidé, je les ai encouragés à y aller, il y a un projet qui s'appelle TIGA, qui a été lancé par le conseil régional, de faire de la transition écologique, c'est-à-dire diminuer les pesticides avec les nouvelles technologies. Le vignoble a décidé d'y aller. Je vais même encore plus loin. Je vais vous dire un scoop. Moi, j'aimerais qu'il y ait une appellation bio, 100% bio à Bergerac, pour montrer l'exemple. C'est-à-dire en disant, voilà, à Bergerac, on a une appellation, par exemple, Saucignac qui est déjà à 50%, pourrait devenir une appellation 100% bio. Je ne savais pas ça. On peut être 15% bio, ou 20% bio, ou 30%. Non, tout le vignoble serait bio. Au moins, ça serait clair. Oui, mais il faut préciser 100% parce que... non, 100% de la surface. De la surface. Ah oui, d'accord. Non, pas du produit. Oui, pas du produit. Il y en a déjà 40-50% sur Saucignac qui sont bio, qui sont en culture bio. Okay. Il suffit d'encourager les autres à faire pareil. Okay. On serait la première appellation de France à dire, dans le message est fort, en matière de communication, comme en matière d'ailleurs de qualité après pour le consommateur, et de prix. Parce que là, quand on annonce ça, on peut augmenter les prix, par exemple, sur le produit. Ça, c'est clair. Relativement. Ah ben oui, relativement. Bon, on va dire que le bio, c'est 30% plus cher pour l'essence. C'est à peu près ça. L'idée, c'est de faire... enfin, je vais donner, moi, le message. J'attends que la profession se réfléchisse à ça. Pêche-amand, vous savez, il y a 400 hectares. On pourrait très bien aussi faire quelque chose d'intéressant, ce pêche-amand. C'est un vin qui se vend bien. Qui est bon. Il paraît que M. Macron a sur sa table du vieux sapin. J'ai rêvé ou... Oui, mais j'en ai porté moi. Donc, non, c'est pire que ça. Il paraît que la première... Attends, c'était quoi? La première bouteille... il y a un restaurant qui... il aurait commandé du vieux sapin pour la table de l'Élysée. Et c'était la première bouteille. Grâce à lui. Et il viendra bientôt le boire sur place. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est d'aller plus loin. Alors ça c'est un bon exemple. Alors après derrière, il y a tout ce qui est évolution, on en a parlé. Il y a un dossier dont je n'ai pas évoqué aussi, j'ai bien aidé le sauvetage de l'ICHN, c'est-à-dire la fameuse aide dans les zones d'élevage défavorisées, c'est-à-dire la région de Beaumont et d'Issy-Jacques, où on a failli sauter, enfin il y a 70 communes qui ont failli perdre les aides pour les producteurs. Il y avait une reclassification. Reclassification par l'Europe. Je suis désolé, mais j'ai mis une grosse pression sur le ministère et on a sauvé les 70 communes et les 200 et quelques éleveurs. Tout le monde en France n'a pas eu ce cadeau, je peux vous le dire. Il y a quelques collègues qui ont des soucis parce que leurs villes n'ont pas été labellisées. Donc voilà, ça c'est un dossier par exemple qui va permettre de tenir la CIRCO, c'est-à-dire au sud, c'est vrai qu'ils bénéficient de ces aides environnementales,
Et ça, c'est dans le programme de Macron d'ailleurs. Et après, le vignoble qui, lui, doit évoluer, doit faire sa transition. Moi, je les encourage à le faire. Ils sont en train de se structurer aussi. Vous savez que l'interprofession est en train de fusionner avec la fédération, de trouver une gouvernance aussi, une nouvelle gouvernance. Là aussi, vous voyez, c'est comme la SNCF, une nouvelle gouvernance qui va se mettre en place, à savoir viticulteurs, négociants et pourquoi pas un encadrement, je veux dire, qui va travailler sous forme de directoire, par exemple. Et il y a des choses à faire, il y a des avancées à faire. Collective. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au projet de loi agricole et alimentation. D'accord, merci beaucoup. Bon, ben, on voit que vous êtes toujours content d'être député et plutôt... vous remplissez la fonction à votre satisfaction, ça va? C'est une nouvelle vie. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Je découvre des nouveaux dossiers, comme justement sur la transition écologique, les énergies vertes. Il va cumuler les mandats dans le temps, je sens ça. Non, pour l'instant, je suis parti pour faire 5 ans. On verra. Ouais. Moi, mon objectif, c'est de bien travailler, d'apporter... Sérieusement, vous de légiférer pour la France et pour Bergerac, et pour la région de Bergerac. Pour ça, vous êtes plutôt optimiste. Je veux dire, les crises actuelles, enfin les patinages, les grèves, les machins, tout ça. Non, alors là, je suis très optimiste. On parle de mai 68. Non, vous verrez. Non, on est loin de là. Moi, j'ai fait ce mai 68. C'était un autre esprit. Je passais le bac. Vous ne voyez pas le... Je ne pensais pas que ça puisse pas du tout les mêmes, péter, comme on dit. On n'est pas du tout dans les mêmes concepts. Ça ne va pas péter, d'après M. Delpont. Bon. Non, mais là, vous allez voir, le projet de loi, je vous dis, sur le ferroviaire, il est fait. Air France, je vois pourquoi ils manifestent, parce que finalement, quand même, on ne peut pas dire que les pilotes sont malheureux, vu les salaires qu'ils ont. Oui, bon. Donc... ils font perdre de l'argent actuellement à la France, c'est ça sur le plan économique. Alors que la France est en train de... J'ai toujours pas compris la dette, mais bon... La France est en train de se redresser sur le plan économique, et quand même tous les paramètres sont positifs, il faut le savoir. Le chômage régresse, le PIB est en progression, le déficit est en baisse, le commerce extérieur repart, d'ailleurs grâce aussi à la filière viticole qui ramène 11 milliards d'euros. Donc voilà, il y a des paramètres. Les Français de l'étranger sont enchantés de ce qui se passe. J'étais au Maroc la semaine dernière, j'ai rencontré le ministère du Tourisme et des Affaires étrangères. Vous êtes allé à Kenitra aussi? Alors, je n'ai pas été à Kenitra, mais je le soutiens. J'étais à Rabat et à Casablanca, parce que Rabat, c'est la ville administrative, Casablanca, c'est la ville économique. Kenitra, j'en ai parlé. Peugeot investit dans une usine toute neuve à Kenitra, et le jumelage, je le soutiendrai parce que je connais bien le ministre du Maroc, du Tourisme. Et je prenais donc cet exemple parce qu'il y a des Français. J'ai fait un dîner avec les Français de l'étranger, il y avait quand même 50 personnes. Ils sont enchantés de ce qui se passe. C'est des gens qui sont là-bas pour investir, ce sont des entrepreneurs. Et l'image de la France a fait un bond en avant dans le monde entier, dans des pays comme ça également. Donc moi je suis très confiant sur l'avenir de la France. Aujourd'hui, on redresse la tête, on a des paramètres positifs. Moi, je vous dis que la croissance sera très vite à 3 points et que le chômage sera très vite de chuter à 8%. Et à 8% en France, on est presque au plein emploi. Sachez qu'on cherche des cadres. Vraiment très optimiste. On cherche des cadres pour Bergerac, je suis désolé. J'ai vu la nouvelle directrice de Pôle emploi. Bon, mais on a du mal à irriguer, notamment en matière de cadre, les entreprises du Bergeracois, qui cherchent des techniciens et des ingénieurs. Après, il y a tout un tissu aussi d'emplois agricoles qu'il faut aussi... parce que si on va vers l'écologie, ça va aussi créer de l'emploi. Nécessairement, dans certains cas, ce sera la mécanique et la technologie qui va remplacer le chimique. Donc il va y avoir des créations d'emplois. Il va falloir les trouver aussi. Aujourd'hui, on est en manque J'espère qu'il n'y aura pas que des robots. On espère aussi. Il y a des plus et des moins dans tout ça. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive, avec notre ami Cédric, qui est député avec moi, d'ailleurs qui vient signer un livre, je crois, bientôt au Salon du Livre à la Noaille, et donc qui a aussi produit un rapport sur l'intelligence artificielle. Donc il va falloir s'adapter.
Ouais. On est en train de le faire et il faut adapter la France à ces nouvelles données. Ok, voilà un vrai discours de politicien. Non, non, je suis société civile, monsieur, et pragmatique. Voilà. Philippe, tu voulais pas ajouter quelque chose? C'est bon. Merci beaucoup. Hein. Bon, je vous en On prie. vous a bien embêtés. Non, 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 mais moi, ça m'intéresse. S'il y a des soucis, on essaie de les corriger. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Ni España